Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Steven. Bonjour Cédric. Steven Weinberg, tu es biologiste marin, photographe sous-marin, et nous avons eu l'occasion de faire un numéro d'Octopus sur tes livres Faune et Flore qui sont connus de tous les plongeurs. De tous les plongeurs, je voudrais bien, comme ça je pourrais enfin payer mes voyages. Ces échanges nous avaient donné l'occasion de découvrir le travail qui se cache derrière ces ouvrages, et cela nous avait aussi permis de découvrir à quel point les voyages étaient importants pour toi et faisaient partie intégrante de ton travail et de ta vie. Et nous t'avons donc invité aujourd'hui pour discuter du grand voyageur qui écume les mers de notre planète bleue, mais pas que les mers, si j'ai bien compris, et nous allons en parler dans un instant. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion des voyages? Comment tout ça a commencé? Il paraît, c'est dans la tradition orale de la famille, que j'avais 2 ans que mes parents ne m'ont plus vu. Et c'est notre femme de ménage qui m'a retrouvé à 1 kilomètre de la maison. J'étais parti à la découverte du monde. Donc ça a commencé très jeune. Ça a commencé très tôt, oui. Donc des voyages, mais aussi parfois des bouts de vie vécus à l'étranger. Tu es né en Hollande, tu as vécu en France, pour tes études notamment, tu as fait ta thèse en Hollande à nouveau, puis tu as vécu à Porto Rico. Est-ce que vivre à l'étranger ou ailleurs et voyager, c'est la même chose? 2 faces d'une même pièce ou 2 choses différentes? C'est une très bonne question. Je ne sais pas très honnêtement. Vivre ailleurs, c'est s'intégrer. C'est apprendre la langue, c'est apprendre les coutumes. Tandis que voyager, c'est la découverte. Aller vers l'autre. Aller vers l'autre. Dans mon cas, attendre que l'autre vienne vers moi. C'est une des raisons pour lesquelles les derniers grands voyages que j'ai pu faire, c'était à bord de vieilles voitures. Ça suscite la curiosité des gens. C'est très difficile parce que quand je voyage et que je fais un reportage sur le voyage, je veux absolument faire des portraits des gens. Je veux portraits photographiques, mais portraits écrits aussi. Donc je veux connaître leur histoire. Mais c'est difficile d'aller vers quelqu'un et dire « Tiens, toi, tu as une belle tronche, est-ce que je peux te prendre en photo ?» Je ne peux pas faire ça. Je ne travaille jamais au téléobjectif, je ne vole pas les portraits. Et donc c'est très agréable quand les gens viennent vers moi en disant « Qu'est-ce que c'est comme voiture? Qu'est-ce que vous faites? Elle est de quelle année ?» Et puis la discussion s'enclenche et au fur et à mesure, je change de sujet. C'est l'autre qui devient le sujet. Et ça crée un climat de confiance. Et dans ce climat de confiance, parfois on me raconte des choses très intéressantes, des fois pas. Voilà comment je procède. Tu nous as parlé de ton premier voyage escapade à 1 kilomètre de chez toi quand tu étais petit. Le suivant, le premier grand voyage, c'était... Le deuxième, j'avais 11 ans. Et je suis parti à vélo de chez moi pour aller voir le château de Muiden, le Muiderslot. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu un panneau qui disait « Enfants en dessous de 16 ans, non accompagnés, n'ont pas le droit d'entrer ». Et donc j'ai chialé un bon coup et je suis rentré à la maison. Un voyage, ça se prépare. Être voyageur, c'est pas toujours facile. Non, il y a parfois des choses imprévues qui se présentent. Oui. Oui, j'imagine d'ailleurs que dans tes pérégrinations autour du globe, notamment quand tu voyages pour la plongée, tu es amené à aller dans des zones bien lointaines, difficiles d'accès. Il doit forcément se passer des choses incroyables quand on se retrouve sur des embarcations. Oui, les voyages plongés, enfin jusqu'à présent, mes voyages plongés n'ont pas été très aventureuses. On prévoit à peu près la chose, on va dans un centre de plongée, on sort avec le bateau, on rentre avec le bateau, en croisière pareil. Mais les vraies rencontres, les vraies surprises et les vrais problèmes, c'était les voyages avec la vieille bagnole. Tu peux nous raconter un peu de ces voyages? Mon premier très 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 grand voyage avec une vieille voiture, j'ai appris tout à fait par hasard. Quelqu'un m'en a parlé qu'en 1907, il y a eu un raid automobile qui reliait Pékin à Paris. À cette occasion, les Chinois ont vu pour la première fois des automobiles. Ils n'en avaient pas vu avant.
Et j'ai trouvé cette histoire extraordinaire et je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose, seulement je vais le faire de Paris à Pékin avec ma 4 chevaux que j'avais déjà, une voiture de 1959. Mais je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Je me suis dit, si j'arrive à dépasser la Pologne, ce sera déjà pas mal. Bon, ça a été, après avoir traversé le désert du Gobi, la frontière chinoise. Je ne suis pas arrivé à Pékin parce que les autorités chinoises ne voulaient pas me laisser entrer. Combien de kilomètres au total? 16 000. Tu as fait le retour comment? Le retour, je l'ai fait réexpédier. J'aurais pu la laisser pourrir dans le désert, mais après 16 000 kilomètres d'aventure extraordinaire. Tu étais trop attaché. Oui. La voiture n'est plus de l'acier et du caoutchouc, ça devient un personnage. Et elle a bien rempli son rôle, t'a permis de rencontrer des gens, c'était vraiment... C'était absolument fantastique. Ouais. Tu en as tiré un ouvrage? 2, oui. Avec beaucoup de photos? Avec beaucoup de photos. Et suite à cette histoire de 1907, le même journal qui avait lancé le défi, journal parisien qui s'appelait Le Matin, ils ont lancé un autre défi, qui ose relier New York à Paris, en passant vers l'ouest. Et je me suis dit, ça c'est une belle aventure aussi, on va essayer ça. Et là, en fait, on fait carrément le tour du monde, hémisphère nord, mais c'est traverser des États-Unis, traverser du Japon, traverser de la Russie, rien que la Russie, de Vladivostok à Saint-Pétersbourg, c'est 11 000 bornes. Et pour changer du Paris-Gobi, je l'ai fait en hiver. Donc j'ai eu des températures jusqu'à moins 45. Avec une vieille voiture aussi? Oui, avec la même. Avec la même toujours? Ah ouais. Oui, c'est ça. Et une grosse écharpe alors? Ouais, surtout des pieds très très froids. Dans ces aventures, jamais de danger, de peur, de choses qui tournent mal? Non, ni danger, ni peur. Les seules choses qui tournent mal, mais ça c'était prévu au départ, c'est des pannes mécaniques, des choses à réparer, et c'est tout. J'ai jamais eu de rencontres désagréables. Et ce sont des voyages en solitaire? Non, alors la voiture en solitaire, donc il n'y a pas de dépanneuse juste derrière. En revanche, dans la voiture, toujours 2. Pour le tour du monde, j'ai eu 15 copilotes qui se sont succédés. Qui te rejoignaient alors chaque fois à des points d'étape. C'est ça. Ce qui mettait une contrainte aussi, parce qu'il fallait quand même que je sois là quand eux, ils arrivaient à tel endroit. Mais quand j'ai vu dans quel état j'ai laissé certains copilotes à la fin d'une étape, je ne pense pas qu'il y en aurait eu un ou une seule qui aurait fait tout le tour. Il y a un autre projet qui s'appelle Méridien Zéro. C'était aussi un voyage ou c'est plusieurs expéditions sur des... C'était plusieurs voyages avec plusieurs moyens de transport, dont la petite 4 chevaux, juste pour la partie française. Alors, le Méridien Zéro, le Méridien de Greenwich, c'est 8 pays, 3 Européens et 5 en Afrique. Je ne sais pas, on me pose parfois la question, d'où est-ce que tu tires les idées pour faire ci ou ça? Je me suis dit que cette ligne rouge sur la carte, ça valait le coup de voyager le long. Ça a été publié en Belgique d'ailleurs. C'est le seul livre qui a été publié ici. Ça m'a permis de faire, et c'est un jeu de mots, des parallèles sur le méridien. C'est-à-dire que j'ai mis en parallèle des paysages qui se ressemblaient ou des portraits qui se ressemblaient. Je me souviens, j'ai quelque part en Charente, j'ai photographié un ouvrier agricole qui attendait le bus avec sa cigarette à la main. Et j'ai fait exactement la même chose devant une mosquée en Algérie. Et quand tu vois les photos côte à côte, on se dit, mais ils sont assis ensemble sur le même banc. Voilà, je me suis amusé avec ça. Il y a un autre projet qui t'a amené à suivre les fleuves, les grands fleuves d'Europe? Suite à la petite, qui était le surnom de cette vieille voiture, je me suis dit, maintenant, il me faut une voiture encore plus ancienne. Plus ça devient compliqué, plus ça me plaît apparemment. Et donc j'ai vendu la petite et j'ai acheté la Charmante. Et la Charmante était une Peugeot d'avant-guerre, 1930. Avec Marie-Xavier, on a décidé de faire les 5 plus grands fleuves d'Europe, de la source à la mer. Donc on a longé le Rhin, le Rhône, la Loire, le Danube et l'Elbe. En 2 voyages séparés. Les 3 premiers, c'était un voyage et l'année d'après, on a fait les 2 autres. Extraordinaire. Les fleuves, c'est l'histoire, parce que les populations s'installent près des fleuves. Donc, on voit plein de choses du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Très intéressant.
Donc tous ces voyages, tu en gardes des traces au travers des photos que tu ramènes et qu'on retrouve dans tes ouvrages. C'est quelque chose qui est aussi dans tes livres sur la mer. Par exemple, je pense aux Maldives. Comment s'est construit ce livre sur les Maldives ? Bon, l'idée, c'était de faire ce qu'on appelle un beau livre. Et pour moi, l'idée, c'était justement de faire des photos autres que pour les guides. D'ailleurs, quand je fais les photos pour les guides, je fais aussi des photos autres. Quand l'occasion se présente, si on peut faire un beau cliché, on ne va pas le louper. Enfin, si, souvent on le loupe. Donc, les Maldives, c'était vraiment l'envie de faire un bel ouvrage. Et j'ai trouvé un centre de plongée, ou plutôt un opérateur de plongée avec plusieurs bateaux de plongée, qui au départ était prêt à publier ce livre pour leur faire la pub. Et puis eux, ils ont eu de gros problèmes financiers, mais moi, j'ai eu 2 mois de voyage gratuit à bord de leur bateau. Voilà. Alors je me suis dit, je vais faire le livre tout seul. Voilà. Et donc ce sont plusieurs voyages qui t'ont permis de collecter toute la matière que tu as développée dans ce livre. Ouais. Je crois qu'avec cette discussion, les auditeurs ont découvert un Steven Weinberg qu'ils ne connaissaient peut-être pas tout à fait, en tout cas qu'on connaît moins bien que celui des guides faune et flore. S'ils veulent en savoir plus, où peuvent-ils trouver de l'information sur tous tes voyages et tes livres consacrés à la photographie et au voyage ? J'ai un site web, www.weinberg.lu pour Luxembourg. Et là, ils vont découvrir le monde de Steven Weinberg, si j'ai bien compris. C'est ça. Dans ce site, tu écris « Je n'ai rien à prouver, sauf une chose que je vis ». C'est ton motto, ta ligne de... Oui, je pense que ça résume assez bien ce que je ressens encore. D'accord. Et tes projets pour les prochains voyages ? Si tu veux bien partager l'information. Bon, on va plonger très bientôt, au mois d'octobre, on va plonger en Indonésie sans aucune mission. Il n'y a pas de livre en cours, il n'y a pas d'obligation. On est avec une bande de copains, on va plonger, on va se régaler. Sinon, je suis en train d'écrire un livre qui n'a rien à voir ni avec les voyages, ni avec le monde sous-marin, parce qu'il y a encore quelques autres aspects dont on parlera peut-être une autre fois. D'accord. Dernière chose, ton conseil pour celui qui rêve de voyager, mais qui ne sait pas trop comment se lancer, si c'est raisonnable, sécurisant, abordable. Je n'ai pas de conseil à donner, mais je peux dire comment moi je procède. Je ne me pose pas de questions, j'y vais. Je vis. Je vis. Merci Steven. Merci à toi. À bientôt. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Cédric Ferron. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager ? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt.